Donc, premièrement, la biographie de l'auteur. Comme vous le savez tous, Molière est un dramaturge français. Nommé également le roi de la comédie, d'accord, et qui avait bien entendu une particularité très spécifique, à savoir la comédie molièresque, ou bien la comédie proprement particulière à ce dramaturge. Donc, le nom entier de ce dramaturge, c'est Jean-Baptiste Poquelin, surnommé Molière, date et lieu de naissance, le 15 janvier 1622 à Paris, date et lieu de décès, le 16 février 1673 à Paris. Bien sûr, c'est un Français parisien. Sa profession, c'est un comédien, dramaturge et metteur en scène. Ses œuvres les plus connues, Le médecin malgré lui, La fourberie des Scapins, les fourberies, excusez-moi, de Scapin, et Les femmes savantes. Bien sûr, après la biographie de l'auteur, et après, bien entendu, la particularité comique de ce dramaturge, nous allons découvrir le deuxième point de notre leçon, à savoir la définition du théâtre. Alors, qu'est-ce que le théâtre ? Bien entendu, le théâtre, comme vous le savez tous, c'est un genre littéraire, au même titre bien sûr que le roman, la poésie et l'essai. Je vous rappelle que ici, vous êtes en face des 4 genres littéraires primordiaux et les plus importants dans la littérature française. Comme dans un roman, une pièce de théâtre comporte des événements, bien sûr, ça veut dire des intrigues, ça veut dire une histoire, mais qui ne sont pas racontées. Mais bien sûr, le contraire du roman, dans le théâtre, cette histoire est vécue, est assistée directement par le public, qui est un destinataire ou un récepteur. C'est ça, donc l'histoire est produite à travers le dialogue des comédiens, les protagonistes ou bien les acteurs. Le théâtre donc est un récit en parole, d'accord ? Comme je l'ai déjà expliqué en classe, un texte théâtral, c'est un texte qui a été écrit pour être joué et non pas pour être lu. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves ? C'est dans ce sens et dans cette perspective que nous passons à notre deuxième point, toujours dans le cadre de théâtre. Maintenant, nous allons découvrir les sous-genres de théâtre. Rappelez-vous, mes chers élèves, que les sous-genres fondamentaux de théâtre classique sont 3. Autrement dit, en d'autres termes, le théâtre classique se subdivise en 3 sous-genres majeurs. Vous avez la comédie, c'est le cas de cette année, avec le bourgeois gentilhomme. La tragédie, ça serait le sujet de l'année prochaine, Inch'Allah, bien entendu, avec Jean Lanuit et Antigone. Et également le drame. Le drame, c'est un mélange entre les deux, d'accord ? Mais voilà, c'est une pièce de théâtre qui pourrait contenir des scènes amusantes, des scènes de rigolade, mais qui pourrait se terminer par une fin malheureuse. Donc c'est ce qu'on appelle le drame. Après cela, mes chers élèves, nous allons attaquer le sous-genre qui nous intéresse le plus, à savoir la comédie. Alors la comédie, c'est un sous-genre dramatique. Quand on dit dramatique, ça veut dire, mes chers élèves, que ce théâtre se base sur l'action des acteurs. S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas de réaction entre les acteurs, il n'y aura pas de pièce de théâtre. Alors, c'est un sous-genre dramatique, ça veut dire théâtral en fait, qui met en scène des personnages ordinaires. Alors, c'est ça le plus important. Dans la comédie,
on croise des personnages ordinaires. On pourrait retrouver des serveurs, on pourrait retrouver des valets, on pourrait tomber sur des bourgeois, on pourrait tomber sur des gens du peuple qui appartiennent au peuple. D'accord? Voilà, je vous ai donné quelques exemples. Hommes du peuple, serviteurs, bourgeois, des gardes. Et c'est tout à fait le contraire de la tragédie classique. Dans la tragédie classique, mes chers élèves, ça serait également votre sujet de l'année prochaine. On ne trouvera jamais des protagonistes et des personnages qui font partie de la basse société, mais toujours de la haute société. Le contraire ici dans la comédie, on retrouvera et on croisera des personnages de la basse société. Ensuite, ces personnages vont être bien entendu mis dans des situations de la vie quotidienne, comme le mariage, la trahison, l'infidélité, d'accord, les conflits familiaux, les conflits sociaux, etc., etc. Le conflit des générations entre les enfants et leurs parents, etc. Afin de divertir le public, mais tout cela dans un cadre comique, dans un cadre de divertissement, d'accord, qui vise à déclencher le rire chez le public. C'est pour cette raison qu'on parle d'un registre comique. Dans la comédie, le texte théâtral, c'est un texte dominé par le registre comique, par le rire et le sourire. Mais faites attention, ce rire, ce n'est pas un rire gratuit, c'est un rire qui vise à exposer et critiquer les mœurs. Les mœurs, ça veut dire les traditions, ça veut dire les coutumes, et les vices sociaux, les défauts. Vices, cela veut dire défauts sociaux. D'accord, mes chers élèves, donc Molière, à travers sa comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme, il voulait critiquer une catégorie sociale, il voulait dénoncer l'hypocrisie sociale de ces bourgeois qui s'intéressent principalement à leur apparence physique, à leur appartenance sociale. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Alors on verra cela bien sûr lorsque nous analyserons la première scène de notre comédie. Je passe maintenant au prochain point, le troisième point de notre leçon, à savoir les règles de théâtre classique. S'il vous plaît, mes chers élèves, on pourrait vous poser plusieurs questions lors de vos examens, de vos contrôles continus, concernant ces règles théâtrales. Alors, toute pièce de théâtre classique doit obéir à des règles, doit respecter des règles. Ces règles sont strictes, sont fermes, et elles sont d'ordre de 3 règles majeures. D'accord? Alors, la première règle théâtrale qu'il faut respecter, c'est ce qu'on appelle la règle des 3 unités. Alors, cette règle contient 3 unités à respecter. La première unité, c'est l'unité de l'action. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'une pièce de théâtre doit se dérouler, bien entendu, autour d'une seule histoire, d'une seule intrigue, d'une seule action. Ça veut dire que la pièce de théâtre ne doit pas traiter plusieurs problématiques, plusieurs aventures, ou bien ne devrait jamais contenir plusieurs héros à la fois. On devrait bien entendu s'intéresser à une seule histoire, avec un seul héros et une seule mission. C'est ce qu'on appelle l'unité de l'action. Je passe maintenant à la deuxième règle, c'est la règle du temps, ou bien ce qu'on appelle l'unité de temps. Rappelez-vous le mot unité. Unité, ça veut dire il y a un seul objet ou bien une seule chose. Alors l'unité de temps, qu'est-ce que cela veut dire? Que la pièce classique ne devrait pas dépasser une journée. Une journée au niveau des événements, au niveau de l'histoire, au niveau de l'intrigue, bien sûr, mes chers élèves. Cela veut dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, de présenter la comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme de Molière et présenter une scène dans laquelle on décrit l'enfance de Monsieur Jourdain.
On ne peut pas montrer M. Jourdain, enfant, à l'âge de 6 ans, comment il avait passé son enfance, comment il avait grandi, quelle était son éducation, etc. Non, on n'a pas le droit de faire cela car on n'a pas respecté cette règle qui voulait dire qu'une pièce de théâtre ne doit pas dépasser une journée. Généralement, les pièces de théâtre classiques commencent le matin et se terminent soit l'après-midi, soit le soir. L'unité de lieu, c'est la troisième règle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que toute l'histoire, toute la scène se passe dans un seul lieu. C'est le cas de notre comédie-ballet car toute la pièce va se dérouler dans la maison de Monsieur Jourdain. On ne va pas changer bien entendu de lieu et le changement de lieu se traduit dans le théâtre par un changement de décor. Et cela, bien entendu, se traduit par les didascalies. C'est pour cette raison, mes chers élèves, que je vous invite toujours à faire très attention aux didascalies, car elles sont très importantes. Je dirais même qu'elles sont sur le même pied d'égalité que le discours ou le dialogue ou les répliques. D'accord, mes chers élèves? Je passe maintenant à la deuxième règle de théâtre, à savoir la règle de la bienséance. La règle de la bienséance, c'est tout simplement le fait d'interdire de mettre en scène des péripéties ou bien des événements, ou bien des actions qui reflètent la mort, la violence, le suicide, ou bien qui pourrait choquer la sensibilité des spectateurs. On n'a pas le droit de mettre en scène, par exemple, le suicide d'un personnage. On n'a pas le droit de mettre en scène, d'exposer directement la mort, ou bien la guerre, une guerre violente, une mort horrible, terrible, terrifiante devant le public, afin d'éviter, bien entendu, son choc, afin de respecter sa sensibilité. Donc je dirais la règle de la bienséance. Et à la fin, je termine avec la dernière règle, c'est la règle de la vraisemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Excusez-moi, voilà, c'est la pièce. La pièce doit être mise en scène en respectant les traditions et la réalité du public. Ça veut dire que le côté vestimentaire, l'aspect décoratif, le langage parlé, les relations sociales devraient refléter le même cas et la réalité du public spectateur qui assiste à cette scène ou bien qui assiste à ce spectacle théâtral. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ce qu'on appelle la règle de vraisemblance. On récapitule les trois règles majeures de théâtre. Vous avez la règle des trois unités, la règle de la bienséance et la règle de la vraisemblance. Je passe maintenant au quatrième point, à savoir les caractéristiques du langage théâtral. Alors, bien sûr, un langage théâtral, c'est un langage qui se compose principalement de deux volets majeurs. Vous avez les répliques des personnages, d'une part, et d'autre part, vous avez les didascalies. Alors, on va lire ce petit passage qui explique et définit ce langage spécifique, à savoir celui de théâtre. Le langage théâtral est divisé en deux parties majeures, les paroles des personnages acteurs et les didascalies, les indications scéniques bien sûr, émises par le dramaturge. Le texte théâtral est donc fait de verbal. Verbal, ça veut dire les discours, ça veut dire les répliques, ça veut dire le monologue, ça veut dire les tirades. Répliques, monologues, tirades, etc. Et le non-verbal, ça veut dire, bien entendu, le gestuel, ça veut dire le décor, ça veut dire le portrait vestimentaire, parfois la lumière, parfois les effets sonores et les effets musicaux. Est-ce que c'est clair, mes chers élèves? Donc, lors de notre analyse théâtrale, lorsqu'on va étudier notre comédie-ballet, nous allons nous intéresser, nous aussi, à ces deux volets et nous allons les analyser, d'accord, avec un œil perspicace pour qu'on puisse détecter, bien entendu, l'implicite et le vrai sens de cette comédie-ballet. Là, mes chers élèves, vous avez les personnages de cette comédie-ballet. Et je commence bien sûr par
Monsieur Jourdain, qui est un bourgeois de Paris, vaniteux, naïf, capricieux, mais qui est stupide, d'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas d'intelligence, qui n'est pas doté, bien entendu, d'un goût raffiné, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter, c'est quelqu'un qui, bien entendu, qui n'est pas du tout galant, hein, et c'est quelqu'un qui serait la proie, qui serait la victime de tous les personnages qui l'entourent. Ensuite, on passe maintenant à Madame Jourdain. Alors, c'est l'épouse de Monsieur Jourdain. C'est une femme simple, dévouée et qui cherche à réaliser, bien entendu, le rêve et le souhait de sa fille Lucille. D'accord, qui veut la marier à Cléante. Lucille, c'est la fille de Monsieur et Madame Jourdain qui aime le jeune Cléante. Nicole, c'est la servante de la maison de Monsieur Jourdain. Cléante, un honnête homme amoureux de Lucille, mais ce n'est pas un bourgeois gentilhomme. Et c'est là le nœud, c'est là le problème. Comment ce Cléante pourrait épouser Lucille malgré le désaccord de son père, Monsieur Jourdain? Ensuite, vous avez Coveille, le valet de Cléante. Bien, là, vous voyez qu'on trouve des serviteurs, on trouve des gens de la basse société, donc on est dans la comédie, d'accord? Alors, c'est un valet. Alors, ce valet, généralement, les valets, les serviteurs et les serviteuses sont plus malins et plus intelligents que leur maître. C'est une spécificité chez Molière. Ensuite, on a Doronte, un comte ruiné, sans scrupules. Vous avez Dorimène, c'est une marquise courtisée par Monsieur Jourdain. Donc Monsieur Jourdain va faire le tout pour gagner le cœur de Dorimène. Et cette dernière va tout faire pour soutirer son argent, pour profiter de sa stupidité et profiter de sa richesse, d'accord? C'est Dorimène. Et là, nous avons les maîtres, ce sont les opportunistes, ce sont bien entendu ces maîtres qui vont tout faire pour gagner de l'argent. Le maître de musique, c'est un homme pratiquant l'art pour gagner de l'argent, et aussi le maître à danser, il profite des largesses de Monsieur Jourdain. Également le maître d'armes, il enseigne à Monsieur Jourdain l'art de maniement de l'épée. Vous avez également le maître de philosophie, un rhéteur plutôt que véritable philosophe. Ça veut dire c'est quelqu'un tout simplement qui maîtrise l'art et la beauté de la parole. D'accord? Il utilise ce qu'on appelle bien entendu un niveau de langue soutenu avec bien entendu beaucoup de raffinement. D'accord? Tout simplement, mais il n'a aucune relation ni de près ni de loin de la philosophie. Vous avez les garçons tailleurs. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les personnages secondaires. Les garçons tailleurs, élèves de maîtres de musique, de laquais, plusieurs musiciens et danseurs. Remarquez, mes chers élèves, que au fur et à mesure de cette pièce, au fur et à mesure de toutes les scènes de cette pièce, on trouve des scènes musicales. Ça veut dire un peu de musique, un peu de danse. C'est pour cette raison qu'on a appelé cette comédie une comédie ballet. Ça veut dire que c'est un théâtre musical accompagné des morceaux de musique. Et pour terminer ma séance d'aujourd'hui, mes chers élèves, je vais vous inviter toutes et à tous à bien regarder cette pièce, à bien la visualiser chez vous, à tête reposée, à la maison, d'accord mes chers élèves, sur la chaîne YouTube, d'accord? Alors vous tapez Le bourgeois gentilhomme de Molière de 2015, vous la retrouverez. Là, c'est une pièce de à peu près 2 heures. Vous la regardez d'une manière attentive pour que vous puissiez avoir une idée générale, d'accord, de cette pièce. C'est avec cette manière-là que vous pourriez bien entendu la résumer et que vous pourriez bien entendu l'apprécier. Car je vous rappelle, mes chers élèves, que le théâtre, ou bien le texte théâtral, c'est un texte qui devrait être joué devant un public, donc il vaut mieux l'avoir
sur scène que de la lire, bien entendu, sur papier. Et après, on attaquera l'analyse pour qu'on puisse, bien entendu, déceler les procédés linguistiques et rhétoriques utilisés par ce dramaturge célèbre et connu dans le monde entier et non pas seulement en France, à savoir Molière. Sur ceci, je vous dis merci mes chers élèves pour votre attention, mais le plus important, c'est de rester chez vous pour préserver plus de vie et pour que vous soyez sains et saufs, afin de renouer encore un nouveau contact avec vous et pour qu'on puisse également relancer également d'autres séances, tous ensemble, sains et saufs. D'accord? Et rendez-vous la séance prochaine pour plus d'explications, pour plus d'éclaircissements et pour plus de détails. Votre professeur Lessel vous remercie et au nom de tout le cadre administratif et éducatif du groupe scolaire Bourgogne, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu nous garde tous. Amin.